Nous sommes à Marseille, et en cet après-midi d'automne 2005, le quartier à bateau est calme, comme à son habitude. Le quartier du boulevard Rabateau est un quartier huppé à Marseille, c'est un quartier bourgeois où il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de faits divers notables. C'est à côté du parc Chanot, pas loin du stade Vélodrome, donc un quartier où il ne se passe rien de fâcheux en général. Mais ce jour-là, la venue d'un huissier de justice va perturber tout le quartier. Il se rend chez Jean-Paul Stenge, un locataire qui ne paie plus son loyer depuis de nombreux mois et qui a contracté de multiples dettes. Un huissier débarque le 19 octobre 2005 pour essayer de faire payer Jean-Paul Stenge qui a contracté de nombreuses dettes et pour la énième fois, l'huissier tape à la porte pour se faire payer. Comme à chaque fois, personne n'ouvre la porte. Le serrurier qui accompagne l'huissier force la serrure. L'appartement est alors abandonné. Les meubles sont là, les affaires personnelles sont là, mais par contre on n'a plus de nouvelles depuis plus de 15 jours des époux Steins. Avant de procéder au déménagement, l'huissier visite l'appartement. La famille semble être repartie dans l'urgence. Il va se rendre machinalement sur le balcon et là, il va effectivement voir un sac de sport qui est sur le balcon et machinalement, il va donner un coup de pied dans le sac de sport. Ce que l'huissier va découvrir, il ne l'oubliera jamais. Il va voir effectivement que dans ce sac, il y a un nouveau-né, un bébé mort-né qui est dans ce sac. Et là, c'est le début de l'horreur. Le corps d'un nouveau-né est là, enfoui dans un sac de sport et dans un état de décomposition avancé. Pour l'huissier, c'est insoutenable. Mais qui est cet enfant? A-t-il un lien avec le couple en fuite? Qui peut être l'auteur d'une pareille atrocité? L'enquête est alors confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille. Leur première piste, retrouver le couple de locataires de l'appartement, Jean-Paul Stenge et Marie-Hélène Martinez. Et c'est un hôtelier de la région qui va les aider. Un hôtelier a fait un signalement à la gendarmerie parce qu'il y a un couple qui réside depuis plus de 3 semaines dans un hôtel Ibis, et ce couple ne paie pas, n'a jamais rien payé, et cet hôtelier va s'inquiéter, va se dire je vais être victime d'une grivellerie et va prévenir la gendarmerie. Les enquêteurs viennent d'apprendre que le couple qu'ils recherchent vit avec les 2 enfants de Marie-Hélène, âgés de 7 et 8 ans, Jason et Melissa. Ils débarquent sans plus attendre dans cet hôtel de Salon de Provence, à 50 km de Marseille. La police va vite parce qu'ils ont peur. Ils disent, bon, il y a un enfant qui est mort, mais il y en avait 2 autres, puisque le propriétaire dit qu'il y avait les enfants. Bon. Et puis, où sont passés les enfants? C'est le premier cri qu'ils ont à l'égard des 2, en disant, où sont-ils? Qu'est-ce que vous en avez fait? Etc. C'est leur première, encore une fois, demande. Lorsque les policiers poussent la porte de la chambre, ils n'y trouvent aucun enfant, mais rencontrent bien les époux Stenge, Jean-Paul et Marie-Hélène. Sur le lit, les enquêteurs font aussi une étrange découverte. On va trouver des photos de Marie-Hélène Stenge dénudée. On va retrouver tous les bijoux de Madame Martinez. On va retrouver des revues pornographiques. Aucune trace des enfants, Jason et Melissa. Marie-Hélène Martinez, leur mère, ne sait pas où ils sont. En revanche, elle livre aux enquêteurs une explication pour le corps du nouveau-né, trouvé sur le balcon. Elle indique qu'elle est au courant de rien, que l'enfant de Marseille qu'on a trouvé dans le sac n'a pas été assassiné, mais il est mort à l'accouchement parce qu'elle a voulu accoucher chez elle. Ça s'est très mal passé, que l'enfant est mort à ce moment-là, et que donc on a mis cet enfant dans ce sac et qu'on l'a laissé sur le balcon. Pour la police, l'explication n'est pas très cohérente et la nature du couple intrigante. Ils sont choqués, les policiers, parce qu'ils tombent sur un couple qui est dans un état de prostration, qui a beaucoup de mal à s'exprimer, à manifester une émotion,
comme s'ils n'étaient pas concernés. Les policiers décident alors de mettre le couple en garde à vue. Très vite, Jean-Paul Stench, qui n'est pas le père des deux enfants, va révéler l'endroit où se trouvent Jason et Melissa. Jean-Paul Stench dit tout aux policiers. Jason et Melissa, les enfants de Marie-Hélène Martinez, ont été empoisonnés. Ils sont morts des suites de cet empoisonnement et ils se trouvent dans une voiture qui est une BMW, sommairement rangée dans un box du 13e arrondissement à Marseille. Ce que dit Jean-Paul Stench aux enquêteurs est terrible. Les deux enfants seraient morts depuis plus d'un mois. Leur corps serait dans le coffre d'une voiture. Donc la police, avec lui-même, vont se précipiter dans ce fameux garage. Et là, effectivement, ils vont découvrir dans une malle de voiture les deux cadavres. L'ouverture du coffre de la voiture va marquer les enquêteurs de Marseille à tout jamais. Ils découvrent deux corps d'enfants morts, enfermés depuis plus d'un mois. La scène et l'odeur sont insoutenables. Mais pourquoi et comment Jason et Melissa sont-ils morts? De quoi Jean-Paul Stench et la mère des enfants sont-ils responsables? Les enquêteurs de la PJ de Marseille sont donc face à 3 cadavres d'enfants. Des enfants dont les corps ont été délaissés dans des conditions répugnantes et intrigantes. Leur travail s'annonce compliqué et douloureux. Mais dès le début, Jean-Paul Stench s'accuse du crime. Et Jean-Paul Stench assume en quelque sorte la responsabilité entière de ce double infanticide. Et il disculpe dans son premier interrogatoire sa compagne Marie-Hélène en disant qu'elle n'est pour rien là-dedans et que c'est lui qui est le seul auteur de ce double infanticide. Jean-Paul Stench serait donc le seul responsable de la mort des deux enfants. Il donne les détails des dernières heures de Jason et Melissa. Ce que nous savons de manière certaine, c'est que les enfants ont passé le week-end avec leur père, qu'ils reviennent le dimanche soir et que Jean-Paul Stench a préparé un plat de cannelloni qui va être mangé par l'ensemble de la famille, hormis lui. Les deux enfants seraient donc morts après avoir mangé le plat de cannelloni préparé par Jean-Paul Stench, un plat dans lequel il aurait mis une forte dose de médicaments. Et il voulait que Marie-Hélène en mange aussi. Elle les a trouvés amers et elle en a peu mangé. Et immédiatement derrière, elle indique qu'elle va se coucher et qu'elle va rentrer dans un espèce de coma qui va durer environ 24 heures. Jean-Paul Stench aurait voulu éliminer tout le monde ce soir-là. Les deux enfants, Jason et Melissa, mais aussi sa femme, Marie-Hélène, enceinte de plus de 8 mois. Il dit « Écoutez, j'ai aussi empoisonné Marie-Hélène, ma compagne, parce que je voulais qu'elle disparaisse avec les enfants. Ça s'est très mal passé parce qu'elle était enceinte, elle allait accoucher. Ça a précipité l'accouchement. Elle était dans le coma. » Le plat de cannelloni empoisonné va donc précipiter l'accouchement de Marie-Hélène. Mais lorsqu'elle se réveille, et selon sa version, c'est d'un enfant mort qu'elle accouche. Un triste réveil pour cette mère qui va aussi apprendre très vite que ses deux premiers enfants, Jason et Melissa, sont eux aussi décédés pendant la nuit. Quand elle s'est réveillée le lendemain, son mari lui a dit que les enfants avaient été victimes d'une intoxication alimentaire et qu'ils étaient décédés. Étrangement, le couple décide alors de quitter la maison. À ce moment-là, Stench lui dit « Écoute, tu es dans un état de faiblesse inquiétant. Nous allons quitter ces lieux qui, évidemment, sont de toute façon le lieu d'un drame. Et nous allons passer quelques jours à l'hôtel, le temps que tu reprennes un peu tes esprits. » Le couple va alors se réfugier dans un hôtel à Salon de Provence, un hôtel que d'ailleurs ils connaissent bien. Ils sont dans l'hôtel où ils ont passé les vacances d'été avec les enfants pendant une semaine au mois de juillet 2005. Ils sont dans l'hôtel où ils viennent régulièrement passer des week-ends avec les enfants. Le comportement du couple est alors étrange. Pendant un mois,
Ils vont faire comme si rien ne s'était passé. Ce qui m'a alors choqué, plus que l'acte en lui-même peut-être, c'est l'attitude qu'ils ont eue tous les deux après les faits. Parce qu'après les faits, bon, ils partent tranquillement s'installer à l'hôtel Ibis, ils vivent des jours heureux, tout se passe très bien entre eux à ce moment-là, bon, pendant que les enfants sont en train de pourrir dans une voiture. Et ça, c'est pas concevable. Marie-Hélène Martinez savait-elle que ses enfants étaient dans le coffre de sa voiture? À ce moment-là, comment expliquer son absence de réaction? La version de Madame Martinez, c'est de dire que Steins l'a avisé du décès de ses enfants, mais a dit que c'était un accident, que les enfants étaient à la morgue, qu'il y avait une autopsie, et pendant tout le séjour qu'ils ont passé à l'hôtel Ibis, dit-elle, il lui a dit qu'il attendait les résultats, qu'il avait téléphoné, qu'il n'avait toujours pas les résultats, qu'il fallait patienter. Voilà comment les choses se passent au départ. En tout cas, en fonction des versions des deux. Cette absence de réaction de la part d'une maman est forcément suspecte. Pourquoi Marie-Hélène Martinez n'a-t-elle donc pas réagi pour savoir où étaient ses enfants? Son mari lui aurait-il menti? Il est difficile d'imaginer qu'une mère ne se soit pas inquiétée de savoir où était ne serait-ce que le corps des enfants. Mais c'est le comportement en même temps constant de Marie-Hélène Martinez, qui ne remet pas en cause ce que Steins lui dit comme étant la vérité. Marie-Hélène Martinez aurait-elle alors été aveuglée par son mari, ou bien cache-t-elle, elle aussi, la vérité? Comment expliquer ce scénario ahurissant où 3 enfants sont trouvés morts? Cet infanticide est-il le coup de folie de la part de Jean-Paul Stench, ou bien la signature d'un couple diabolique? Pour comprendre le déroulement du crime et ses motivations, les enquêteurs vont devoir définir les profils psychologiques de ce couple qui les intrigue. Lorsque Marie-Hélène rencontre Jean-Paul, elle n'a que 22 ans et lui 32. Elle est une jolie serveuse et lui un frimeur de 130 kilos. Elle a 2 enfants. C'est une jeune femme qui a toujours travaillé, qui n'est jamais restée inactive. Elle avait des petits emplois de serveuse par-ci, par-là. Et puis un jour, il y a un client qui entre en scène, qui tombe éperdument amoureux d'elle, semble-t-il, c'est Steins. Incontestablement, c'est quelqu'un qui a été profondément amoureux de Madame Martinez et qui a voulu l'éblouir. Jean-Paul Stench va alors faire la cour à Marie-Hélène. Patron d'une entreprise de fruits et légumes aux Arnavaux, un quartier de Marseille, il vient tous les jours déjeuner dans le restaurant où travaille la jolie serveuse. Et chaque jour, il se montre très généreux. Il donne l'apparence de la réussite, il est chef d'entreprise, il laisse chaque jour des pourboires qui sont assez inhabituels, en tout cas pour l'établissement dans lequel elle travaille. C'est quelqu'un qui donne l'image de la réussite. Et il tombe très amoureux d'elle. Et elle, je crois que ce qu'elle voit en lui, c'est le patron. Celui qui va, je sais pas quoi, fumer cigare et qui va, encore une fois, la sortir de sa condition de serveuse. Jean-Paul quitte sa femme, qui est enceinte. Marie-Hélène se sépare du père de ses 2 enfants, Jason et Melissa. En 2003, ils se marient très vite et se referment sur eux-mêmes. Les enfants ne vont plus à l'école et ne voient plus leur père. J'ai toujours eu l'impression que cette femme avait été complètement hypnotisée par son compagnon. Il la faisait rire, il s'occupait d'elle, il prenait tout en main, même la gestion des enfants. Il allait les chercher, les récupérer, il les faisait travailler. Voilà, c'est ma chérie, assis-toi là, vis ta vie de princesse, moi je m'occupe de tout. Jean-Paul joue les princes charmants. Il la couvre de bijoux, promet à Marie-Hélène de déménager rapidement. Et ensemble, ils visitent des maisons à 850 000 €. Mais il ne s'agit en fait que de promesses. Jean-Paul s'est fait licencier il y a déjà 2 ans pour malversation.
L'homme s'avère être un voleur et un menteur. Il fait semblant d'aller au travail et arnaque son ancien associé. 3 ans après, suite à des mouvements bancaires un peu soucieux, ça correspond un peu au moment où il rencontre sa maîtresse. Je m'aperçois qu'il m'escroque, qu'il escroque la société, qu'il fait des tournements de fonds. Il a tourné dans les 80 000 euros à l'époque. Tout est prétexte chez Jean-Paul Stains à escroquerie pour s'approprier le bien d'autrui. C'est un voleur. Selon l'experte psychologue qui suit l'affaire, Jean-Paul Stench se raconte comme il aurait aimé être un chef d'entreprise riche qui joue les princes charmants. Mais l'homme est en fait un voleur avisé qui ira même jusqu'à voler sa propre mère. Il a fait un découvert sur certains comptes que j'avais, mais vous savez qu'il suffit de téléphoner pour avoir des prêts. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Marie-Hélène est séduite et le couple mène grand train. Voyage, thalasso, restaurant. La jeune femme croit l'homme qu'elle aime. C'est la rencontre de la belle au bois dormant, très endormie du reste, et du mythomane, type, de l'homme qui s'invente une vie, qui s'invente des métiers, qui s'invente des relations, qui donne l'impression qu'il a de l'argent alors qu'il a des dettes. Et c'est une histoire féerique contée par un menteur. Mais Jean-Paul Stench sent bien que la vie qu'il s'invente va voler en éclats. Cela fait 3 ans qu'il n'a pas payé de loyer et il sait que les huissiers vont venir saisir ses biens. Le masque va tomber. Il est en bout de course. Il sait qu'il ne peut plus escroquer. Il sait qu'il ne peut plus mentir. Il sait que Marie-Hélène va tout découvrir. Les huissiers vont arriver. On va savoir qu'il n'a pas d'entreprise. On va savoir que c'est un menteur. Tout cet univers s'écroule. Il est profondément amoureux de Madame Martinez. Il a peur de la perdre. Est-ce qu'il n'y a pas eu de sa part, à un moment donné, la volonté de tuer tout le monde ? Jean-Paul sait que lorsque la vérité éclatera, il risque de perdre celle qu'il aime. Mais pourquoi s'en prend-il aux enfants de Marie-Hélène ? Quel rôle la jeune femme va-t-elle jouer dans cet horrible meurtre ? Jean-Paul Stench est incarcéré à la prison des Baumettes à Marseille, où il attend son procès. Marie-Hélène est libre et va en profiter pour se rapprocher de son ancien compagnon, le père de Jason et Melissa. Lorsque Jean-Paul l'apprend depuis sa cellule, il change sa version des faits et implique la propre mère des 2 enfants. Il l'accuse d'avoir participé à leur élimination. Il va dire, bon voilà l'affaire, comment elle s'est passée. Lorsqu'elle dit que elle était malade, c'est pas vrai. Lorsque les enfants sont morts, il fallait bien les descendre dans la voiture, puisqu'on les a mis dans la voiture, et j'arrivais pas à les descendre parce qu'ils étaient lourds. Elle m'a aidé à les descendre. Enfin, tout le reste, tout le côté un peu macabre, apparaît dans la déposition de Stage. Jean-Paul Stench va même expliquer que le meurtre de Jason et Melissa aurait permis au couple de repartir à zéro. Une nouvelle vie, sans les enfants. Et ce n'est qu'en 2007 qu'il va effectivement raconter que lui et Marie-Hélène ne pouvaient plus supporter les enfants, qu'ils voulaient refaire leur vie et que Marie-Hélène Stench lui a dit d'empoisonner les enfants et que tous les deux, effectivement, ils ont pris cette décision. Et qu'elle était d'ailleurs présente quand il a amené les enfants dans le box. Jean-Paul Stench est-il seulement jaloux ou dit-il la vérité ? Marie-Hélène Martinez est-elle vraiment la complice du meurtre de ses propres enfants ? Les enquêteurs commencent à douter et le travail de la police scientifique va apporter de nouveaux indices remettant en cause les déclarations de Marie-Hélène. Ces expertises démontraient de manière irréfutable, premièrement, contrairement à ce qu'elle racontait, elle n'avait jamais été empoisonnée, qu'elle n'avait jamais été dans le coma, et que qui plus est, les enfants, Jason et Melissa, avaient été de toute façon empoisonnés à petite dose pendant 6 et 7 mois. Marie-Hélène Martinez serait donc complice et aurait été au courant depuis le début que ses enfants étaient empoisonnés. Une version terrible qui pourrait expliquer pourquoi le couple a agi ainsi. Il ne peut pas avoir réagi à ce moment-là. Et c'est d'autant plus que l'on sait à travers les rapports d'expertise que les enfants ont été drogués
de façon très importante, probablement parce que les enfants devaient être turbulents. On leur donne des médicaments à des doses de plus en plus fortes pour que les enfants soient calmes. Et là, très franchement, on a du mal à penser que Mme Martinez n'était pas au courant du fait que les enfants prenaient des médicaments. Marie-Hélène Martinez, elle, nie catégoriquement cette version des faits. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne l'a pas fait. Ce qu'elle dit, c'est que Steins, lui, est un grand consommateur de médicaments, qu'il en possède un sac empli qui se situe dans la loggia, qu'elle n'a jamais ni même ouvert, ni surtout utilisé, et qu'à partir de ce moment-là, si les enfants ont été empoisonnés, c'est bien entendu de la responsabilité de Jean-Paul Stein. Mais pourquoi le couple a-t-il drogué les enfants pendant si longtemps? En quoi Jason et Melissa étaient-ils gênants? Il semblerait que c'était pour se préserver des plages d'intimité en toute tranquillité. Et l'objectif de ce couple était d'endormir les enfants, de telle sorte qu'ils ne soient pas gênés dans leurs frasques sexuelles. Voilà, il fallait endormir les enfants pour qu'on s'éclate. Alors qui a tué Jason et Melissa? Est-ce Jean-Paul seul ou aidé de Marie-Hélène? Seul le procès va permettre de répondre à ces questions. « 7 septembre 2009, Aix-en-Provence. Le procès pour les meurtres de Jason et Melissa va durer 5 jours. 5 jours pour désigner le ou les coupables de la mort de ces 2 enfants. Car si Jean-Paul Stench a toujours avoué son rôle dans ce crime ignoble, celui de Marie-Hélène Martinez reste encore vague. Quoique libre, elle fait figure d'accusée et ses détracteurs vont l'attendre au tournant dès son arrivée au tribunal. La tension est palpable. Ceux qui l'accusent tiennent à le lui faire savoir. Tu as tué mes neveux et ma nièce! Grosse de... il faut se calmer! Tu cries que j'ai autre chose que vous frapper! L'oncle et la tante de Jason et Melissa sont certains que Marie-Hélène Martinez est coupable. Ils ne croient pas à l'innocence de cette jeune femme qui, dès le premier jour de l'audience, arrive en star. Le procès, ça a été un moment extraordinaire parce qu'on a vu arriver une très belle femme, très bien maquillée, très bien coiffée. Et on a eu vraiment l'impression de voir arriver quelqu'un qui était en représentation. On n'avait vraiment pas l'impression d'avoir en face de soi quelqu'un qui comparaissait devant une cour d'assises et qui était susceptible d'être condamné à 30 ans de prison. Jeune maman d'une petite fille de 7 mois avec un nouvel homme, Marie-Hélène Martinez est tout de suite jugée sur son attitude et son apparente froideur. Dès le départ, elle a quand même braqué les magistrats et les jurés. Mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui a perdu 2 enfants, un troisième qui est mort comme ça? Qu'est-ce que c'est? L'étonnement était là. Et la question de tout le dossier, c'est monsieur, d'accord, vous avez tué ces enfants, c'est abominable, mais madame, quel a été votre rôle? C'est la grande question de ce procès. Quel a été le rôle de cette femme? Dès les premières minutes du procès, Marie-Hélène Martinez charge son ex-mari Jean-Paul Stench et nie toute implication dans le meurtre. D'emblée, elle va l'accuser, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, etc. Et lui, petit à petit, va s'accrocher en disant mais elle savait tout, elle ne pouvait pas ignorer que. Moi, je suis au régime, je n'ai pas mangé des cannelloni, mais elle non plus. Au tribunal, Marie-Hélène va donner sa version des faits. Elle n'aurait pas empoisonné ses enfants. Donc on a mangé comme d'habitude, tout allait bien. C'est qu'après, quand je me suis réveillée, que là, le cauchemar a commencé. Je me suis réveillée, j'ai accouché et j'étais très faible. Marie-Hélène est claire, elle aussi est une victime de Jean-Paul Stench. Aujourd'hui, cette ordure m'accuse alors qu'il est là tuer mes propres enfants. Je ne sais pas, il cherche à m'achever, je pense qu'il cherche à m'emporter avec lui.
Après 5 jours de procès, les jurés vont finalement décider que c'est bien le couple, ensemble, qui a pris part au meurtre de Jason et Melissa. Jean-Paul Stench écope de 20 ans de prison et Marie-Hélène Martinez de 10 ans. Elle passera le soir même sa première nuit en prison. Mais par le biais de son avocat, la jeune femme va encore clamer son innocence. Ma cliente vient de me dire « Je suis innocente, je veux faire appel ». Cette femme dit et redit qu'elle n'est pas coupable et que même si, malgré les 30 ans requis, elle n'écope que de, entre guillemets, 10 ans de prison, comme elle est innocente, elle prend le risque d'être condamnée plus sévèrement peut-être, parce qu'elle veut jusqu'au bout crier son innocence. Mais 10 ans de prison pour le meurtre de Jason, 7 ans, et Melissa, 8 ans. Pour l'attente des enfants, c'est trop peu. Ça compte pas la vie, elle a levé la vie de 2 enfants, de 2 enfants. Elle a pas fait 10 ans, elle ne fera pas 10 ans de prison. Elle ne fera pas, il faut qu'elle fasse la justice. Submergée par l'émotion, elle fait un malaise devant les caméras. 2 ans plus tard, s'ouvre donc à Draguignan le procès en appel voulu par Marie-Hélène Martinez. Mais entre-temps, elle a retiré son appel. Une décision surprenante, interprétée par les magistrats comme un aveu de culpabilité. On lui dit, madame, vous avez fait appel, on peut comprendre. Si vous êtes innocente, vous n'acceptez pas le verdict. Mais après, vous revenez, vous dites, ah mais non, je ne fais plus appel. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous reconnaissez que vous méritez 10 ans. Donc c'était une situation pour elle assez catastrophique au niveau judiciaire. Lors de ce deuxième procès, Marie-Hélène Martinez ne réussira pas à être acquittée. Les jurés vont même aggraver les peines d'emprisonnement. 20 ans pour elle et 30 ans pour Jean-Paul Stench. Le couple a été condamné sévèrement, conformément aux vœux des jurés populaires. Justice a été rendue. Les jurés se sont souvenus des enfants qui riaient à la vie et qu'on a rayé d'un trait de plume pour assumer son propre plaisir. Jean-Paul Stench et Marie-Hélène Martinez ont été lourdement condamnés pour le meurtre de Jason et Melissa. Un meurtre fou, un meurtre qui met fin à une vie faite de mensonges et d'horreur. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'un homme rongé par la jalousie, qui va commettre l'irréparable et briser sa famille à tout jamais. Je crois qu'il ne s'en rendait même pas compte, quoi, le mal qu'il me faisait, quoi. Parce que chaque fois, je lui disais « Bruno, arrête, Bruno, arrête, Bruno, arrête ». Avignon, grande ville du sud-est de la France de 90 000 habitants. Nous sommes au pont des Deux Eaux, un des quartiers résidentiels de la ville, situé en bordure du Rhône. C'est un quartier qui est un quartier populaire d'Avignon, qui est un quartier tranquille, calme. C'est pas un lieu ouvert au grand banditisme, c'est pas un lieu de règlement de compte. Ce mercredi 2 décembre, il est 7h30 du matin. Le jour se lève à peine et les habitants du quartier commencent à prendre leur voiture pour aller au travail. Quand soudain, un homme armé sort de son véhicule. 5 coups de feu retentissent. Il s'approche de la porte passager de la voiture et il tire. Il vide le barillet de son revolver. 5 coups de feu. 3 vont atteindre la victime qui s'effondre dans son véhicule. Très vite, des témoins voient un homme regagner sa voiture, partir et laisser derrière lui une autre voiture à l'arrêt. La vitre avant est criblée de balles. À l'intérieur, le conducteur gît dans son sang. L'agresseur a agi froidement. Les pompiers sont appelés, ils viennent sur les lieux. Il est pris en charge. Il a perdu connaissance dès le premier coup de feu, va dire le légiste. Il est inconscient. Et puis il est amené à l'hôpital où il décède. Le tueur n'a laissé aucune chance à la victime. Il a tiré 6 coups de feu à bout portant. La scène du drame est d'une violence extrême. Vous vous rendez compte que cet homme est mort sans savoir quasiment pourquoi. C'est-à-dire qu'il
il n'est, lui, responsable de rien dans tout ça. En Avignon, la population est sous le choc. Le mode opératoire de cet assassinat brutal fait penser à un règlement de compte digne des plus grands films d'action. Alors que s'est-il vraiment passé dans ce quartier réputé tranquille? La victime était-elle un caïd du milieu? Au premier temps de l'enquête, les policiers vont chercher à comprendre le profil de cette victime sauvagement abattue en pleine rue. Et ce qu'ils vont découvrir est très loin du scénario initial. L'homme, mort de 5 balles dans la tête, s'appelle Sébastien Malbos et il a 31 ans. Il est très apprécié et son casier judiciaire est totalement vierge. Sébastien Malbos, c'était un homme qui avait 31 ans, qui était surnommé le caribou parce qu'il avait apparemment un peu un mauvais caractère, un peu grincheux, mais il a été décrit par tout le monde comme ayant vraiment le cœur sur la main. L'homme n'a rien du mafieux, mais tout du bon père de famille. C'était un papa aimant qui faisait toujours tout pour sa fille. C'était quelqu'un de très généreux, voilà, qui aimait la vie. Vraiment, c'était quelqu'un, un grand gaillard, qui était apprécié de tout le monde et en qui tout le monde avait confiance. C'était quelqu'un de très rassurant, de très posé. Ce mécanicien travaillait dans un garage à quelques kilomètres de son domicile. Pour ses collègues de travail, Sébastien était un homme heureux. Il venait même, après une séparation douloureuse, de rencontrer Christelle, la femme de sa vie. Et du jour où il a rencontré Christelle, il s'est transformé, ça n'a plus été le même homme. Il a voulu construire une vie avec elle. Lui qui était devenu un peu renfermé sur lui-même, très triste, il est devenu rayonnant, souriant. Donc bon, ensuite on a vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé, quoi. Justement, ce matin-là, Christelle est très loin d'imaginer le drame qui vient de se jouer en bas de chez elle. Elle ne comprend pas lorsqu'elle voit la police frapper à sa porte. Donc ils sont montés chez moi en me disant que Sébastien était blessé, mais qu'il y avait 50-50% de chances qu'ils ne se remettent pas. Donc ils m'ont dit on va vous mettre en sécurité. Les policiers décident d'emmener Christelle et son fils dans un lieu sûr. Mais pour cela, ils passent devant la scène du drame. Quand j'ai vu les vitres de la voiture pleines de balles, toutes percées, là, ça a été le choc. Il faut dire que la scène est d'une rare violence. Pour comprendre, les enquêteurs vont alors recueillir les témoignages des habitants qui ont assisté à ce crime barbare. Ils veulent savoir comment le tueur a procédé. Il s'est approché calmement du véhicule de Sébastien Malbos, a pointé son arme sur lui et a tiré 6 coups. Il a vidé son barillet. Très tranquillement, il retourne à son véhicule, fait une petite marche arrière pour contourner le véhicule de sa victime et s'en va et redescend vers le sud où il habite. Les témoins de cette scène sont extrêmement choqués par le comportement de cette personne qui va véritablement apparaître comme quelqu'un de très froid, très calme, très déterminé. On peut penser que c'était effectivement et préparé et réfléchi et que c'était un traquenard. C'est une exécution puisqu'il n'y a aucune sommation, aucune discussion, aucune chance finalement pour Sébastien Malbos ni de s'expliquer ni de s'en sortir. Les enquêteurs n'ont qu'une seule piste sur laquelle orienter leurs recherches, celle de la voiture du tueur, vue par tous les témoins. Mais à ce stade de l'enquête, le mystère reste entier. Sébastien Malbos, la victime, est un homme sans histoire, aimant et apprécié de tous. Qui pouvait lui en vouloir à ce point? Le tueur se serait-il trompé de cible? Était-il au mauvais endroit, au mauvais moment? Le signalement et l'immatriculation de la voiture vont livrer aux enquêteurs un élément de taille, le nom du tueur présumé, Bruno. L'homme, déjà connu des services de police, habite à quelques centaines de kilomètres d'Avignon.
C'est donc sans difficulté que les forces de l'ordre procèdent à son interpellation. Il n'oppose aucune résistance. Pire, il fait même une déclaration à glacer le sang. Il se rend, il reconnaît tout de suite. Il reconnaît tout de suite, il coopère, il dit qu'il a jeté l'arme et les munitions en route, il indique l'endroit où il l'a jeté. Il reconnaît les faits et il les revendique. Et il va dire j'ai eu peur de l'avoir raté. Cela ne fait plus alors aucun doute. La victime est bien celle que Bruno a cherché à abattre. Reste à comprendre ce déchaînement de violence. Pourquoi Bruno a-t-il froidement supprimé un homme sans histoire et aimé de tous? Les enquêteurs ne vont pas tarder à apprendre que la clé du mystère réside en Christelle, qui n'est autre que l'ex du tueur présumé. Il serait peut-être alors face au scénario d'un drame conjugal. Pour démêler le vrai du faux, ils vont alors se pencher sur cette histoire d'amour passé. Bruno, c'est un jeune homme qui tombe fou amoureux dans son petit village calabrais d'une jeune Française. Entre Christelle et Bruno, c'est le début d'une longue histoire d'amour. Ils se sont connus enfants, ils se sont admirés adolescents. Et puis un jour, à l'occasion d'un mariage, elle est venue, elle était témoin. Et avant qu'elle parte, ils vont échanger un baiser et ça va changer le cours de sa vie. Il m'a pris la main et il m'a fait juste un bisou, mais juste un bisou sur la bouche le jour de mon départ. Bruno décide alors de quitter son Italie natale pour suivre Christelle en France. Il en est sûr, elle est la femme de sa vie. Il a quitté parents, travail, voilà. À ses parents, ils ne lui ont pas laissé le choix, quoi. Il lui a dit je m'en vais rejoindre Christelle. Fou amoureux, il s'installe dans un appartement dans le quartier du Pontet, en Avignon. Elle a quand même, il faut le dire, le sentiment d'être aimée par un garçon, non pas qu'elle ne mérite pas, mais pour elle, il est beau, il est magnifique, il a tous les atouts. Elle tombe éperdument amoureuse de ce garçon, dont finalement on apprend qu'elle est amoureuse depuis l'enfance. C'est une relation très passionnelle entre Christelle et Bruno. Ils ont plein de projets, tout se passe très bien. Pourtant, l'arrivée en 2005 de Pascal, leur premier enfant, va tout faire basculer. Et c'est vrai qu'on va constater une montée crescendo, en quelque sorte, de la dégradation de leur relation. Elle parle de mots qui sont prononcés à son encontre, qui sont extraordinairement dévalorisants. Il est méchant en parole, il est blessant à dessein, et puis il est très impulsif. Je crois qu'il s'en rendait même pas compte, quoi, le mal qu'il me faisait, quoi. Parce que chaque fois, je lui disais Bruno, arrête, Bruno, arrête, Bruno, arrête. Nicolas, le frère de Christelle, voit impuissant la belle histoire d'amour de sa sœur se dégrader. Le caractère impulsif et jaloux de cet Italien de souche refait surface. À l'impression de Bruno, c'était pas du mal, c'était sa propriété, sa possession. Il fallait pas toucher Christelle parce que c'est vrai que le fait que quand ils étaient ensemble, même s'il lui a fait du mal, le premier qui disait un mot de travers ou quelque chose à Christelle, il était prêt à bondir, à tout casser. Il aurait tout cassé pour Christelle, quoi. Il faisait preuve d'une extrême violence verbale. Il menaçait très régulièrement la famille de Christelle. On est restés 6 ans ensemble, ça a été très très dur. Il pouvait être formidable comme il pouvait être très odieux envers moi, quoi. Un jour, Bruno, hors de lui, s'en prend à son beau-père. Pour Christelle, c'est l'altercation de trop. Elle craque. Il s'est levé, il s'est mis face à face à mon père, prêt à lui bondir dessus. S'il n'y avait pas notre famille pour les séparer, pour les calmer, il aurait été prêt à y sauter dessus, quoi. Le jour où j'ai dit stop, c'est que j'ai vu qu'il devenait qu'il a mal parlé à mon père, en fait. Ça a été le déclic. Effrayée par le comportement agressif de son compagnon, Christelle prend la douloureuse décision de mettre fin à cette relation. Elle le quitte, on est en mars 2009, et lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, c'est un homme qui est macho, qui ne s'attendait pas à ça, et surtout qu'elle prenne cette décision-là. Il s'était installé dans l'idée que Christelle David ne pourrait jamais le quitter, vraiment.
qu'elle reviendrait toujours, qu'il avait cette espèce d'emprise sur elle, cette espèce de lien. Pour Bruno, c'est le choc. Il sombre dans la dépression et va même être hospitalisé en urgence pour une crise de tachycardie. Mais enfin, lui est hospitalisé quand il apprend qu'elle a quitté la maison, tellement il est foudroyé par la douleur, par le chagrin. Pour se reconstruire, Bruno quitte Avignon et se réfugie dans sa famille. Il se retrouve à Antibes, chez son oncle et sa tante, où il est accueilli. Et là, curieusement, cet homme qui est complètement abattu fait la fête. Et un psychiatre explique qu'à ce moment-là, Bruno est dans une dépression hostile. S'il sort, c'est pour lutter contre un effondrement psychique qu'il aurait complètement anéanti. L'été suivant, Bruno a repris du poil de la bête. Ses démons semblent derrière lui. Il part alors en vacances avec son petit garçon en Italie. Grâce à ce voyage, le couple se rapproche. Christelle décide alors de donner une nouvelle chance au père de son fils. Le petit était heureux d'aller voir son papier et sa mamie d'Italie. Mais après, voilà, quand il est revenu, on a re-entamé quelque chose avec Bruno pendant 1 mois. Et après, j'ai vu encore qu'il ne rechangeait pas. Et j'ai dit stop. Je crois que finalement cette deuxième rupture marque vraiment la fin et il comprend à ce moment-là qu'il ne pourra plus jamais avoir Christelle, que c'est terminé. Comment cet homme possessif et jaloux va-t-il vivre la perte de son amour de jeunesse? Fragilisé, va-t-il supporter cette nouvelle rupture? Jusqu'où le chagrin et la dépression vont-ils pousser Bruno? Suite à cette seconde rupture, Christelle David décide de reprendre sa vie en main et s'inscrit sur un site de rencontre. Très vite, elle fait la connaissance de Sébastien Malbos. Entre les deux, le coup de foudre est immédiat. Très vite, il lui demande son numéro de téléphone. Ils se parlent 4 heures. Lui aussi vient de vivre une séparation difficile, douloureuse. Et ils se retrouvent tous les deux et 2 jours plus tard, elle lui donne les clés de son appartement. Il s'intéressait à moi, il s'intéressait à ce que je faisais, à mon travail, à ce que j'envisageais pour l'avenir et vice-versa. C'était quelqu'un de très calme, posé, il avait une voix assez douce. Voilà, c'était quelqu'un de l'opposé de Bruno. Très rapidement, le jeune couple décide d'emménager ensemble. Tous deux parents célibataires, ils veulent former une famille recomposée, unie. Sébastien lui a apporté un énorme soutien, autant moral qu'autant financier, parce que voilà, il était là, donc il pouvait remplir le frigo. Mais c'est vrai que ma sœur pouvait commencer à vivre, voilà, elle respirait, quoi. Alors que Christelle se sentait soudain heureuse, Bruno réapparaît. Il vient d'apprendre qu'elle a refait sa vie. C'est son fils qui va le lui apprendre. Et quelque part, je pense que ça a aussi une importance sur la manière dont il va prendre cette information et qu'il va la recevoir. Bruno a l'impression que Sébastien Malbos lui vole son fils et sa femme. Il se sent privé de sa famille. Commencent alors des échanges téléphoniques musclés entre les deux hommes. Je pense que son impulsivité faisant le reste, il ne supporte pas cette situation. Il va commencer à avoir avec Sébastien Malbos des conversations de plus en plus agressives. Il y avait quand même un contexte d'agressivité. Il avait déjà menacé les parents, les grands-parents même de Christelle David. C'est quelqu'un d'assez violent. Il avait beaucoup de violence en lui, oui. Et la tension va monter d'un cran dans ce trio amoureux. Le 24 novembre, soit une semaine avant le drame, Sébastien Malbos, lors d'une conversation téléphonique avec son rival, va clairement lui signifier qu'il est à présent le beau-père de Pascal et que Bruno doit l'accepter. Sébastien Malbos va dire cette phrase qui finalement va déclencher la suite des événements en disant que de toute façon, il n'a pas son mot à dire puisque aujourd'hui, c'est lui qui nourrit son fils. Bruno devient alors fou furieux. Il n'a qu'une idée en tête, venir briser le couple et reprendre sa place au sein de la famille.
J'étais à mon travail. Et dès que je suis arrivée à la maison, il me dit ton ex il a appelé, on s'est disputé. Il me dit Nicolas, je me suis disputé avec Bruno au téléphone. Et Bruno est en train de prendre sa voiture, il descend à Avignon pour qu'on s'explique qu'il était fou furieux au téléphone. Le couple décide de porter plainte contre Bruno au commissariat d'Avignon, sachant qu'il va mettre ses menaces à exécution. La police va interpeller au bas de l'immeuble de M. Malbos et de Christelle David, M. qui est là, dans la voiture duquel il y a 2 couteaux et qui est très revendicatif, etc. Il s'en prend à quelqu'un qui répand du bonheur, à quelqu'un qui assume un rôle de père de famille, un rôle que lui ne se sent pas capable d'assumer. On ne savait pas comment Bruno allait réagir aussi de son arrestation pendant 24 heures. Moi, je savais qu'il était assez impulsif, mais bon, arrivé à ce point-là... Mais après son arrestation, Bruno est relâché. Les jours qui vont précéder le drame, la menace qui pèse sur le couple devient insoutenable. Toute la semaine, c'est vrai qu'on a peur, on a quand même un petit truc, quoi. Moi, je regardais à droite, à gauche et je voyais pas sa voiture. Donc ils vivaient un peu dans la peur, dans l'angoisse, pas serein, et ça venait un peu gâcher leur bonheur, puisque c'était inquiétant. Bruno est-il devenu incontrôlable? Et surtout, jusqu'où a-t-il prémédité son acte? À ce stade de l'enquête, les policiers sont sûrs d'être face à un drame conjugal. Il reste à déterminer si Bruno a agi impulsivement ou s'il a prémédité son geste dans les moindres détails. À partir de cet épisode, il se considère comme trahi. Il n'accepte pas cette nouvelle relation qui est engagée par Christelle David. Les mots vont commencer à être de plus en plus durs entre lui et Sébastien Malbos, y compris non seulement sur la relation avec Christelle David, mais aussi sur le fait que Sébastien Malbos se préoccupe au quotidien du fils de M. Christelle David. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui fait qu'il ne supportera pas. Et il mettra au point le plan qui consiste à venir exécuter M. Sébastien Malbos. Ce que va livrer Bruno en garde à vue est sans appel. De retour chez sa famille à Antibes, il met au point un plan implacable qui ne laisse aucune chance de survie à son rival. Il se dit, je vais le tuer, je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire, mais il y va. Le plan démarre mercredi 2 décembre. Il se lève à 4 h du matin, alors que les habitants de son quartier dorment paisiblement. Il monte dans sa voiture. Sur le siège passager, il place son arme. Commence alors un long trajet en direction d'Avignon, pendant plus de 200 km. Il roule concentré sur son objectif. Quand il arrive au Poney-de-Zo, domicile de Christelle, l'arme est chargée. Il fait encore nuit lorsque Bruno arrive au domicile de Christelle et Sébastien. Il va planquer pendant plus d'1 heure sous leur fenêtre. Il arrive à 6 h du matin. Il fait noir, il fait froid, c'est le 2 décembre. Il regarde l'immeuble qui est éteint et il attend. Au bout d'un moment, il va voir une lumière qui s'allume dans la fenêtre de l'appartement de Christelle. Il voit une ombre. Il pense que c'est celle de Sébastien qui fait son café. Soudain, Bruno semble voir à travers la fenêtre Sébastien enlacer Christelle. Son sang ne fait qu'un tour, sa décision est prise. Il doit l'exécuter. Il ne sait pas si c'est vraiment lui, mais il se dit c'est lui. C'est l'homme qui vit avec celle que j'ai aimée, avec mon fils, et c'est lui qui s'occupe maintenant de mon fils, ça lui est insupportable. Et il décide cette fois de passer à l'acte. Il se dit je vais attendre le moment propice pour le tuer.
À 7h30 du matin, Sébastien Malbos sort de l'immeuble pour se rendre au travail. Bruno le prend en chasse. 50 mètres plus loin, au premier stop, il s'arrête, sort de son véhicule, s'avance lentement vers la vitre de la voiture et en une fraction de seconde, il l'abat de 5 balles à bout portant. C'est un acte lâche. Il a tiré à travers une vitre, limite dans le dos. Pour moi, c'est quelque chose de minable, de laid. Je m'attendais qu'il fasse une crasse, mais jamais capable de tirer à multiples reprises sur Sébastien, quoi. Je pense énormément, quoi. J'aurais jamais cru ça, quoi. Il regagne sa voiture et repart à Antibes, où il sera arrêté. Il a accompli sa mission sans remords pour les familles. La violence et la froideur de son geste restent incompréhensibles. Comment a-t-il pu faire subir un tel sort à un homme innocent? C'est ce que tâchera de déterminer le procès à venir. Le 24 octobre 2012, 3 ans après le drame, s'ouvre le procès de Bruno à la cour d'assises d'Avignon. Pour les familles, c'est un moment douloureux qui s'annonce. Pour la première fois, elles vont devoir faire face à celui qui a brisé leur bonheur et fait régner la terreur. Mais tous veulent comprendre pourquoi Sébastien Malbos méritait autant la mort aux yeux de Bruno. La question de savoir ce que Sébastien Malbos a fait à Bruno est la question centrale de ce procès. Il nous explique qu'il a toujours des sentiments pour Mademoiselle David et qu'il considère finalement Sébastien Malbos comme étant celui qui est au milieu d'une relation qui doit se poursuivre avec elle. Au milieu de ce trio amoureux, c'est bien Christelle David qui a le rôle le plus difficile. 2 hommes se sont affrontés pour elle, jusqu'à la mort. Christelle David, c'est un petit peu par elle que le malheur arrive, hein, donc c'est un petit peu compliqué, elle a une place très, très délicate. Elle se sent un degré important de responsabilité, mais sur la base de considérations qu'on peut tous avoir. Si je n'avais pas rencontré Sébastien Malbos, il serait aujourd'hui encore en vie. Dès le début du procès, Bruno se comporte de façon arrogante. Il tient à défendre sa position et cherche même à se justifier. Pour les proches de la victime, cette attitude est insoutenable. Il dit des choses bizarres. Il dit « Je ne suis pas là pour me défendre, je suis là pour m'expliquer. Je veux qu'on me juge pour ce que j'ai fait, pas pour ce que je n'ai pas fait. » Il est dans un verbiage permanent. L'avocat général dit que plus qu'un homme de calabre, c'est un homme de palabre. Il est toujours droit, campé dans ses positions, dans ses certitudes. Il bouge, il a son accent italien dont il surjoue un petit peu. Alors que les familles sont là pour comprendre la raison d'un acte d'une telle violence, Bruno ne donne pas d'explication crédible. Il tient à dire qu'il n'avait pas d'autre choix, que c'est la faute de la victime, et il essaie de justifier ce passage à l'acte. Au 3e et dernier jour du procès, la déception est palpable. Les jurés sont outrés par ce comportement insultant et ce manque d'explication. Ils retiennent alors une peine de 22 ans de réclusion criminelle. Condamné à 22 ans de réclusion, c'est une peine qui ne va pas au maximum des 30 ans qui ont été demandés. Il n'y a pas d'acte de torture et de barbarie. C'est pas non plus une peine de 10-12 ans qui correspondrait à un crime passionnel. Les jurés ont retenu un acte commis avec froideur et déterminisme par un homme qui a voulu se débarrasser d'un autre. Ils ont jugé un assassinat. Aujourd'hui, les familles sont soulagées par le verdict. Mais pour Christelle, l'histoire ne s'arrête pas là. Même derrière les barreaux, Bruno reste le père de son fils, le petit Pascal. C'est tragique. C'est vraiment une situation particulièrement lourde à porter, d'autant qu'elle a un lien indéfectible avec et ce lien, c'est l'enfant.
quoi qu'il arrive. Elle est condamnée, et le mot est pesé, à entretenir des relations avec monsieur parce qu'ils ont un enfant en commun. Christelle est condamnée à ne pas pouvoir tourner la page. En aimant Sébastien Malbos, elle a précipité sa mort et privé son fils d'un père. Je pense à mon fils beaucoup aussi. Je me dis, son papa, il n'est pas là, il est en prison. Mais d'un autre côté, je pense à Roman qui n'a plus de papa aussi. Je culpabilise beaucoup. Parce que je me dis, si Sébastien il ne m'aurait pas rencontré, il serait toujours là. C'est aujourd'hui un long travail de reconstruction qui commence pour Christelle, aux côtés de son fils. Dans l'affaire qui suit, c'est tout un immeuble de la ville de Toulon qui va plonger dans l'horreur après la mort mystérieuse d'un paisible retraité. Les policiers acquièrent la conviction que l'assassin de Daniel Garcia n'a pas quitté l'immeuble. Toulon, ville de 100 000 habitants, du sud-est de la France. Nous sommes le 11 mai 2009, dans le quartier populaire des Dardanelles. Il est 7 h du matin, heure à laquelle une habitante de ce quartier part travailler. Elle réside au 93, avenue des Dardanelles, dans un immeuble où l'ambiance est quelque peu particulière. Il y a clairement une ambiance de conflit dans cette cage d'escalier. Une ambiance assez délétère où on avait des personnes qui étaient un petit peu malades des nerfs quand même. Hein. C'est dans ce contexte que cette habitante du 5e étage sort de chez elle. Une des colocataires de l'immeuble descend pour se rendre à son travail. En descendant, elle passe devant la porte de chez Daniel Garcia. Et là, elle voit que la porte est entrouverte. Quand soudain, elle découvre avec horreur que le locataire du 2e étage est allongé par terre, inerte, le crâne explosé. Elle aperçoit Daniel Garcia qui gît dans une mare de sang. Il a reçu 2 balles de fusil de chasse, une balle à sanglier dans le cou, tirée à bout touchant, et une cartouche de chevrotine qui lui a perforé le bras et qui a été tirée dans un 2e temps qui n'a pas causé la mort. La victime s'appelle Daniel Garcia. C'est un chauffeur de bus à la retraite. Un locataire que tous les habitants connaissent. Immédiatement, cette voisine appelle la police. Dans l'immeuble, c'est la stupeur. Pourquoi ce voisin calme et bonhomme a-t-il été sauvagement assassiné ? À leur arrivée sur les lieux du drame, les enquêteurs de la police judiciaire de Toulon découvrent le corps sans vie de Daniel Garcia, abattu de 2 balles de fusil. Immédiatement, ils procèdent à une enquête de voisinage. Les services de police vont interroger un petit peu toutes les personnes de l'immeuble pour savoir ce qui a pu se passer, puisque là, on est en présence, non pas d'une mort naturelle, mais d'un crime, puisque Daniel Garcia a priori reçu 2 projectiles. Les voisins ne livrent aucune information tangible pour comprendre les raisons de ce drame. Les policiers vont alors s'intéresser à la personnalité de la victime. Daniel Garcia, retraité, était papa de 3 enfants. Depuis son divorce de longues années auparavant, il vivait seul dans cet appartement du centre-ville de Toulon. Mon père, c'était un très bon père, pour commencer. Et il a élevé 3 enfants, parce que j'ai une grande sœur et un frère. On n'a jamais manqué de rien, d'amour et de matériel. Il avait sa petite vie tranquille, il était pépère. Hein. Lui, il sortait le matin, il allait son petit marché, ses cigarettes, son journal, il était pépère. Il tenait bien son appartement parce qu'il était hyper maniaque. Voilà, c'était quelqu'un de posé, tranquille. L'homme semblait être un bon père de famille, sans histoire, qui plus est particulièrement apprécié dans son immeuble. Tout le monde aimait M. Garcia. Tous les voisins étaient unanimes pour louer les qualités humaines de M. Garcia, même s'il était un petit peu, quelquefois il était fort en gueule, une faconde et beaucoup de caractère. Les enquêteurs commencent à être intrigués par cet immeuble où tout le monde se connaît.
mais où personne n'a rien entendu. Un locataire aurait-il eu des raisons d'en vouloir à ce paisible retraité? Là-dessus, les langues vont commencer à se délier. Les habitants vont indiquer quels étaient les problèmes que pouvait rencontrer Daniel Garcia à ce moment-là. Et notamment, ils font tous état d'un important différend qui l'oppose à sa voisine du dessus. C'est une jeune femme un peu mentalement dérangée, enfin qui a des problèmes psychiatriques et qui accueille très fréquemment des marginaux et des sans domicile fixe chez elle. Et tout ça fait beaucoup de bruit et indispose Daniel Garcia qui, plusieurs occasions, va avoir des prises de bec avec sa voisine du dessus. Un conflit musclé avec la locataire du 3e étage qui intrigue les enquêteurs. Cette querelle de voisinage pourrait bien être à l'origine du drame. Il y avait eu de nombreux échanges d'insultes, de menaces entre Daniel Garcia et cette voisine. Donc il n'en pouvait plus, il me disait le soir je ne peux pas dormir, elle tire les meubles, elle vit la nuit, donc elle reçoit beaucoup de SDF, ils font la fête, la musique, il entendait des verres cassés, enfin il n'arrêtait pas, quoi. Il supportait tout ça, quoi. Le bruit, le dérangement qu'elle faisait la nuit parce qu'elle vivait la nuit. Et le jour elle dormait. Les semaines précédant le drame, la tension était montée d'un cran entre les locataires du 3e et ceux du 2e étage. Contre cette voisine bruyante, Daniel Garcia s'était allié à son voisin de palier, Max Chamas. Ils étaient ligués, ils étaient unis, ils étaient solidaires parce que depuis 3 ans, ils étaient confrontés à des troubles de voisinage extrêmement intenses. Et donc l'un et l'autre, j'allais dire, avaient pris les choses en main. Et donc ils passaient le plus clair de leur temps, à aller déposer plainte auprès de commissariats, à écrire aux services préfectoraux, à écrire un petit peu partout pour faire cesser ces troubles de voisinage qui allaient crescendo et qui, bien évidemment, leur menaient une vie impossible. Des voisins qui s'unissent pour se faire la guerre, une ambiance de plus en plus délétère dans cet immeuble de l'avenue des Dardanelles, une simple querelle de voisinage pourrait-elle être à l'origine de ce drame? Aux premières heures de l'enquête, les policiers focalisent leurs recherches sur les locataires du 3e étage. Les conflits réguliers entre Daniel Garcia et sa voisine avaient fini par terroriser le reste de l'immeuble. Les policiers s'aperçoivent rapidement que les 2 coups de feu en question ont été tirés vers minuit et demi, dans le courant de la nuit. Tous les habitants de l'immeuble ont effectivement entendu ces 2 coups de feu, mais que personne n'a appelé la police, ni les secours. Faute de témoignages, les enquêteurs orientent leurs recherches vers la piste qui leur semble la plus évidente, celle du 3e étage. Ils découvrent que le petit ami de la femme du 3e est un individu connu des services de police. Éric Verbiste, c'est un SDF qui entretient une relation avec la voisine qui habite au-dessus de chez Daniel Garcia. C'est un SDF qui est bien connu sur Toulon, qui est surnommé d'ailleurs Mirrorman. Et cet homme s'est construit un personnage en faisant des imitations de Michael Jackson. Je suis un fan, je suis le plus grand fan en Europe de Michael Jackson. Tout vient de la chanson de Michael Jackson, A Man in the Mirror. L'homme dans le miroir, c'est moi, l'homme incrusté dans le miroir. Mais Mirrorman, c'est aussi un personnage qui présente un autre visage, beaucoup plus inquiétant. Il a 17 condamnations à son casier judiciaire. Il a une technique qui consiste à arracher les sacs des dames avec juché sur sa mobilette avec un cutter pour couper les lanières. Il a des comportements qui peuvent parfois être violents. Il est violent parce que, je vais dire, c'est dans sa nature. C'est un colosse. C'est une armoire à glace. Et Éric Verbiste, par le passé, a déjà démontré qu'effectivement, il pouvait passer à l'acte. Justement, cette violence, il en avait déjà fait usage dans l'immeuble. Lors d'un conflit de voisinage, ce jour-là, c'est Max Chamas, le voisin de palier de Daniel Garcia, qui était monté à l'étage pour se plaindre. À ce moment-là, Éric Verbiste, qui était avec la voisine du dessus, est sorti de l'appartement comme une furie, s'en est pris à Max Chamas, l'a pris en poids et en volume et l'a jeté sur le palier du dessous.
Résultat, un poignet cassé, de nombreux hématomes et une grosse frayeur pour Max Chamas. La police décide alors d'interroger cet homme qui semble dangereux. Ils se rendent immédiatement dans le squat où il habite. Et à leur arrivée, ils sont surpris par les déclarations du SDF. Et là, cet homme-là voit arriver les policiers et en guise de bonjour, il s'adresse à eux en leur disant « Vous ne trouverez jamais d'armes ». Ça signifie qu'il sait pourquoi on vient le voir. Ça signifie également qu'il sait ce qui s'est passé. Là, on est dans les minutes qui suivent l'assassinat. Je veux dire, on est dans les premières heures d'investigation. Et ça signifie surtout qu'il sait qu'une arme a été utilisée. Ils vont le soumettre également au même genre de prélèvement que tout le monde. Et on va retrouver des traces qui pourraient s'apparenter à des résidus de tir. Éric Verbiste aurait donc touché une arme à feu ce soir-là. Et encore plus troublant lors de cet interrogatoire, il donne plusieurs alibis. Il donne deux versions en fait de son emploi du temps pour cette journée-là. Il prétend d'abord qu'il était au marché aux puces hier et qu'ensuite il a rendu visite à son père. Et dans un deuxième temps, il n'est plus allé chez son père, mais il s'est rendu à un restaurant solidaire pour SDF, où il est resté jusqu'à 22h30. Il dit qu'il a croisé un certain nombre de personnes dont il donne les identités et qu'ensuite il est rentré se coucher. On va essayer de retrouver les témoins dont il donne les noms. Certains vont se souvenir effectivement l'avoir rencontré cette nuit-là, mais à des heures différentes, et d'autres ne vont pas du tout se souvenir de l'avoir rencontré. Donc cet alibi n'est pas vraiment confirmé. Pour les enquêteurs, les déclarations confuses de Mirrorman pourraient être un aveu de culpabilité. Pourtant, après analyse, les traces de poudre ne sont pas assez fiables. Contre toute attente, les policiers toulonnais décident donc de le laisser libre. Cette piste-là de Mirrorman pour tuer Daniel Garcia, les policiers, franchement, ils y croient pas tellement, parce que ça cadre pas avec le personnage, ça cadre pas avec les quelques faits de violence qu'il a pu commettre auparavant, tout simplement parce qu'il n'a jamais utilisé d'armes, à l'exception de ce cutter qui lui servait à trancher les lanières des sacs à main qu'il volait. Les enquêteurs auraient fait fausse route avec Éric Verbiste. Alors le mystère de la mort de Daniel Garcia va-t-il être résolu? Quelle piste la police va-t-elle désormais suivre? Pour les enquêteurs de la police judiciaire, c'est le retour à la case départ. Convaincus que le meurtrier a un rapport avec l'immeuble de l'avenue des Dardanelles, ils décident d'approfondir leur travail d'enquête dans le voisinage de Daniel Garcia. Les policiers acquièrent la conviction que l'assassin de Daniel Garcia n'a pas quitté l'immeuble. Les témoins ont entendu les coups de feu, mais personne n'a entendu le bruit caractéristique de la porte d'entrée de la résidence qui claque. Les policiers font alors des fouilles plus poussées chez les voisins de la victime. C'est alors que l'une des pistes va s'avérer payante. Chez Max Chamas, l'ami et voisin de palier de Daniel Garcia, il découvre un véritable arsenal, un pistolet, des fusils de chasse et plus de 800 cartouches. C'était un chasseur. Également, il appréciait les armes, donc effectivement, il en avait quelques-unes de collection et il avait d'anciens fusils de chasse. Max Chamas, il faut savoir quelque chose, ne chassait que le petit gibier. Ces cartouches ne correspondent pas à celles utilisées pour le crime. Pourtant, les relevés de poudre effectués le matin du drame font apparaître des résidus de tir sur la main et les vêtements de Max Chamas. Il explique que d'abord Garcia était son ami et que deuxièmement, s'il a des traces de poudre sur les mains, c'est tout simplement parce qu'en descendant l'escalier, il a posé sa main sur la rampe d'escalier et que la rampe d'escalier a pu être contaminée par les résidus de tir qui sont échappés et qui sont passés par la porte entrebâillée. Malgré ce faisceau d'indices, les enquêteurs se heurtent à un problème de taille, l'absence de mobile. Pour quel motif Max Chamas aurait-il tiré sur Daniel Garcia, son meilleur allié dans l'immeuble?
Ils avaient des simples rapports de voisinage. Quand ils se croisaient dans les escaliers, ils parlaient un peu, ils regardaient de temps en temps le journal ensemble, mais sans plus. Mon père ne m'a pas présenté Max Chamax comme un ami, il me l'a présenté en tant que voisin de palier. Mais alors, qui est vraiment le voisin de palier de Daniel Garcia? Pour répondre à cette question, les enquêteurs décident de se pencher avec plus d'intérêt sur la personnalité de Max Chamass. Physiquement, il est petit, malingre. C'est un homme sincère et authentique. Il n'est pas un concentré d'Einstein, c'est passer cette expression, je vais dire, il n'est pas toujours dans la réflexion. C'est quelqu'un de spontané, comme on dit chez nous. Un homme décrit comme spontané, mais qui a surtout déjà eu affaire à la justice. Il a été condamné à 2 reprises aux assises pour meurtre et tentative de meurtre. Et à chaque fois, il s'est servi d'une arme. Alors, ce qui accuse, j'allais dire pleinement, M. Max Chamass, c'est incontestablement son passé judiciaire. Les enquêteurs ont fait les greniers judiciaires, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'est pas anodin. Max Chamass avait été condamné à 2 reprises par la cour d'assises du Var et il devient très rapidement, je vais dire, le suspect numéro 1. Plus de 24 heures après l'assassinat de Daniel Garcia, Max Chamass est placé en garde à vue. Les policiers pensent enfin détenir la clé de l'énigme. Pourtant, ils se heurtent toujours à une question capitale. Pour quel motif Max Chamass aurait-il tué son voisin qui, selon ses dires, était son meilleur ami? Au commissariat de Toulon, l'interrogatoire de Max Chamass tourne rapidement au cauchemar. Fragile des nerfs et sous traitement médical, l'homme de 67 ans s'embrouille. Il donne plusieurs versions sur son emploi du temps la nuit du crime. Les preuves de culpabilité s'accumulent contre lui. Il est dans les bégonias, selon ce qui lui arrive, le ciel lui tombe sur la tête. C'est un remake de son passé judiciaire. Pour la première fois, celui qui est considéré comme le suspect numéro 1 dans cette histoire s'exprime en exclusivité. Il nous livre sa version des faits. Il explique pourquoi son alibi a changé plusieurs fois. Au départ, la première fois de déclaration que j'ai faite, j'ai dit que je ne l'avais pas vu, rien du tout. Hein? Et par dit, je ne voulais pas avoir d'histoire, je ne voulais pas me retrouver mêlé dans cette histoire. 3 ans après les faits, il nous livre donc sa version pour cette nuit du 11 mai 2009. Ça s'est passé le dimanche au soir, vers le coup de minuit, vers là. Et j'entends deux coups de feu, vous voyez, dans la cage d'escalier. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Hein. Je ne suis pas sorti, j'ai regardé à l'œil, mais c'était noir, la cage d'escalier, j'ai rien vu, puis c'est tout, je me suis couché. Après cet épisode, Max Chamass explique aux enquêteurs qu'il n'aurait plus réussi à trouver le sommeil. Il aurait alors décidé d'aller dormir dans un autre appartement à Toulon. En sortant de chez lui, il déclare avoir trouvé la cage d'escalier plongée dans le noir. Quelqu'un aurait coupé l'électricité. Il serait donc sorti de l'immeuble sans voir que son ami était mort, avant de rebrousser chemin. Je m'aperçois que j'ai oublié de prendre les clés. Donc je fais demi-tour, vous voyez. Je renclenche le disjoncteur et je monte tranquillement. Et arrivé devant la porte de Dany, sur le palier. Et la porte était entrebâillée de ça, vous voyez, pas plus. Et je vois le pied qui était juste dans l'entrebâillement, vous voyez, son pied par terre dans l'entrebâillement, il était allongé sur le côté. Et il y avait du sang autour de sa tête, mais pas sur lui, autour de sa tête. Vous voyez. Alors là, j'ai réagi, vous voyez. Je me suis dit, il est mort, vous voyez. Il est mort. Alors, je ne savais plus quoi penser sur le coup, je me suis dit, il s'est tué, vous voyez. Non, puis après je me suis dit, non, il y a eu 2 coups, ça ne peut pas être lui, vous voyez. Et je suis rentré chez moi, j'ai vite ouvert, et j'ai fermé la porte, vous voyez, j'ai pris les cachets, et je me suis couché. Vous voyez, j'ai dormi jusqu'au lendemain. Ce récit laisse perplexes les enquêteurs. Pourquoi reste-t-il sur place alors qu'il voulait passer la nuit ailleurs? Pourquoi Max Chamass s'est-il couché sans porter secours à son ami et sans prévenir la police? Et enfin, comment a-t-il pu s'endormir froidement alors que son ami était mort? Il prend la mauvaise décision, il décide de ne pas appeler ni les secours ni la police. Il rentre chez lui. Ça choque les policiers. Mais Chamass, justement, il explique qu'en raison de son passé judiciaire,
il a préféré faire le mort de peur d'être soupçonné et qu'on lui mette cette affaire sur le dos, et ce qui finalement n'a pas manqué d'arriver. Un casier judiciaire chargé des versions contradictoires ainsi que la présence de poudre, tout semble accuser Max Chamas. L'homme est alors inculpé pour le meurtre de Daniel Garcia et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Farled, à côté de Toulon. Effectivement, c'est un rebondissement. Là, on se dit, ça y est, enfin, Max Chamas, qui est innocent et ce dont nous sommes convaincus depuis le début de cette affaire, va enfin être remis en liberté. Une question reste en suspens pour les enquêteurs. Qui est le véritable assassin de Daniel Garcia? Éric Verbiste, le meurtrier autoproclamé, ou Max Chamas, le voisin aux explications douteuses? Seul le procès répondra à cette question. C'est au mois de mai 2012, soit 3 ans après le drame, que s'ouvre à la cour d'assises de Draguignan le procès pour le meurtre de Daniel Garcia. Éric Verbiste, dit Mirrorman, arrive au tribunal comme simple témoin dans cette affaire. Après s'être accusé du meurtre, la juge d'instruction a considéré ses aveux trop farfelus. Pour Max Chamas, c'est le retour à la case départ. Il est donc à nouveau le seul meurtrier présumé dans cette affaire. C'est un dossier exceptionnel, qui est complètement atypique, parce qu'à un moment donné de l'instruction, on s'est retrouvé, je vais dire c'était commode, avec 2 coupables potentiels en prison. De lourds soupçons pèsent sur les épaules de Max Chamas. Non, on n'emmène pas large. Max Chamas est inquiet, je le suis aussi. C'est-à-dire, on recommence à zéro, on repart à la case départ, et pour Max Chamas, ça peut ressembler à une case de prison. J'avais la pétoche quand vous avez le procureur qui demande 30 ans alors qu'il n'y a aucune preuve contre moi, vous voyez. Conscient qu'il risque de finir ses jours en prison, Max Chamas a bien préparé sa défense. Pendant tout le procès, Chamas va donner des explications crédibles, sensées, et avec quand même un accent de sincérité sur tous les points qu'on lui oppose et tout ce qui pourrait le faire paraître suspect. Et à chaque fois qu'il est mis en difficulté, il explique que s'il a fait telle ou telle déclaration, c'est parce qu'il avait la peur toujours d'être accusé à cause de son casier judiciaire. Lors du procès, les éléments à charge contre Max Chamas sont nombreux, mais pas suffisants aux yeux de la justice. D'autant qu'une question centrale plane sur la cour. Quel est le mobile ? La question cardinale était la suivante. Pourquoi voulez-vous que Max Chamas vienne abattre son meilleur ami, sur lequel, j'allais dire, il se reposait, qui lui avait servi de témoin, qui continuait à lui servir de témoin. C'était son meilleur ami. Ça tournait le dos au bon sens. Les 5 jours d'audience ne permettent pas de déterminer qui est le tueur de Daniel Garcia. Personne, ni Max Chamas, ni Mirrorman, n'est coupable aux yeux de la justice. Alors si Max Chamas est acquitté, qui a tué Daniel Garcia? Et pour quelle raison ce père de famille a-t-il trouvé la mort? À ce jour, le meurtrier de Daniel Garcia n'a toujours pas été retrouvé. Pour sa famille, c'est un véritable drame. Oui, ça nous aurait aidé de savoir le pourquoi, le comment, qu'il y ait quelqu'un en prison. Je dirais, pas d'atténuer notre peine, parce que moi j'ai perdu un père, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu un papa, j'ai perdu un copain, j'ai tout perdu. Mais quelque part ça aide, ça aurait aidé, je dis. Moi je me bats pour l'assassinat de mon papa, et qu'aujourd'hui vous vous dites c'est fini, il n'y a plus rien à faire. On a fait en sorte, on s'est battu, il n'y a plus rien à faire, on se sent seul, on a mal. C'est une douleur, c'est atroce, c'est une douleur, je crois que jusqu'à qu'on ferme les yeux, on l'aura cette douleur. On vit avec, mais...
Un travail de deuil impossible pour cette famille éplorée. Car aujourd'hui encore, l'affaire Daniel Garcia reste une affaire non élucidée.